Sous la pluie battante d'un soir d'automne à Paris, Théo, 17 ans, courait dans les rues du Marais, ses baskets trempées claquant contre les pavés luisants. Il riait, provocateur, lançant des regards moqueurs à un vieux vétéran assis sous un auvent, une cigarette éteinte entre les doigts. « Et, le vieux, t'as perdu ton régiment ou ton mec ?» cria-t-il, son souffle formant des volutes dans l'air froid. Lucien, 55 ans, ne répondit pas. Ses yeux gris, usés par des années de guerre et de deuil, fixaient un point invisible au loin. Il connaissait ce genre de gamin, gâté, arrogant, pensant que le monde leur appartenait. Pourtant, quelque chose dans le rire de Théo, dans son énergie brute, remua une vieille blessure en lui. Il serra son vieux sac militaire contre lui, comme pour protéger un secret qu'il portait depuis trop longtemps. Théo, fils d'un riche avocat parisien, vivait dans un appartement cossu du 16e arrondissement. Sa vie était un tourbillon de fêtes, de vêtements de marque et de provocations. Il n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit, sauf peut-être pour l'attention de son père, toujours absent. Ce soir-là, en croisant Lucien, il avait vu une cible facile pour évacuer sa frustration. Mais ce qu'il ignorait, c'était que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Le lendemain, Théo passa à nouveau dans la même ruelle. Lucien était là, comme une statue figée sous la pluie. Cette fois, Théo s'arrêta, intrigué malgré lui. « T'es toujours là, toi? T'as nowhere else to go ?» lança-t-il, un sourire en coin. Lucien leva les yeux, et pour la première fois, il parla. « Gamin, tu parles fort, mais tu sais rien de la vie. » Sa voix était rauque, chargée d'une douleur ancienne, mais aussi d'une étrange douceur. Théo haussa les épaules, mais quelque chose dans le ton de Lucien le déstabilisa. Il revint le lendemain, puis le surlendemain, lançant des piques, mais écoutant, malgré lui, les rares mots que Lucien laissait échapper. Le vétéran parlait peu, mais quand il le faisait, c'était comme si chaque phrase portait le poids d'une vie entière. Il raconta un jour, presque par accident, qu'il avait servi dans l'armée française, qu'il avait vu des hommes mourir, qu'il avait aimé un homme, jadis, et qu'il avait perdu. Théo, qui n'avait jamais envisagé l'amour sous cet angle, se sentit étrangement touché. Lui qui riait de tout, qui se moquait des vieux et des faibles, commença à voir Lucien autrement. Ce n'était plus juste un vieil homme usé, mais quelqu'un qui avait vécu, souffert, aimé. Et pourtant, Théo continuait ses provocations, comme s'il testait les limites de cet homme qui semblait inébranlable. Un soir, alors que l'hiver approchait, Théo trouva Lucien toussant sous son auvent, plus pâle que d'habitude. Sans réfléchir, il lui tendit son écharpe. « Tiens, tu vas crever de froid sinon. » Lucien la prit, surpris, et murmura un merci à peine audible. Ce geste, si simple, marqua le début d'une fissure dans l'armure de Théo. Il commença à poser des questions, à vouloir comprendre. Qui était cet homme que Lucien avait aimé? Pourquoi vivait-il dans la rue? Et pourquoi, malgré tout, gardait-il cette dignité qui fascinait Théo? Lucien, de son côté, voyait en Théo une lueur d'espoir. Ce gamin arrogant lui rappelait son propre frère, mort jeune, et peut-être aussi un peu lui-même, avant que la vie ne le brise. Il commença à lui raconter des bribes de son passé, les champs de bataille, les nuits à écrire des lettres d'amour à un homme nommé Paul, un infirmier militaire qui n'était jamais revenu d'une mission. Chaque mot était une blessure ouverte, mais aussi une offrande à ce gamin qui, peut-être, pourrait comprendre. Au fil des semaines, une étrange amitié naquit. Théo apportait du café, parfois un sandwich, et Lucien partageait ses histoires. Mais tout n'était pas simple. Théo, confronté à ses propres préjugés, luttait pour accepter ce qu'il ressentait. Une admiration grandissante, mêlée de honte pour ses moqueries passées. Et Lucien, lui, craignait de s'attacher, de peur de perdre encore quelqu'un. Un jour, Théo arriva avec un carnet. « Écris ton histoire, Lucien. Les gens doivent savoir. » Lucien rit, un rire amer. Qui voudrait lire l'histoire d'un vieux gai comme moi? Mais Théo insista, et pour la première fois, Lucien sentit que quelqu'un croyait en lui. Ce carnet devint leur projet commun. Théo passait des heures à écouter, à retranscrire, à poser des questions. Il découvrit un monde qu'il ignorait, celui des amours interdites dans l'armée, des silences imposés, des combats intérieurs plus durs que ceux des champs de bataille. Et en apprenant l'histoire de Lucien,
Théo commença à questionner la sienne. Pourquoi se sentait-il si vide, malgré tout ce qu'il possédait? Pourquoi ce besoin constant de provoquer, de blesser? Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc près de la Seine, Lucien posa une main sur l'épaule de Théo. « Tu sais, gamin, l'amour, c'est pas une faiblesse. C'est ce qui nous tient en vie. » Théo ne répondit pas, mais pour la première fois, il ne se moqua pas. Il sentit une chaleur nouvelle en lui, comme si les mots de Lucien avaient rallumé une étincelle qu'il ignorait posséder. Cette première partie, 1000 mots environ, pose les bases d'une relation complexe entre Théo, un adolescent gâté mais en quête de sens, et Lucien, un vétéran marqué par la vie mais porteur d'une profonde humanité. Les prochaines parties exploreront l'évolution de leurs liens, les défis qu'ils affronteront, préjugés, conflits familiaux, luttes intérieures, et la manière dont ils se sauveront mutuellement, menant à un dénouement poignant où Théo rendra à Lucien l'amour qu'il avait perdu, sous une forme inattendue mais profondément significative. L'hiver s'installait sur Paris, drapant les rues d'un froid mordant. Théo, emmitouflé dans son manteau hors de prix, ne pouvait s'empêcher de chercher Lucien chaque soir. Ce qui avait commencé comme un jeu cruel, se moquer d'un vieil homme pour se sentir puissant, s'était transformé en une obsession. Il voulait comprendre cet homme, ses silences, ses blessures. Mais surtout, il voulait comprendre pourquoi, lui, Théo, se sentait si différent depuis qu'il passait du temps avec lui. Lucien, de son côté, voyait Théo arriver avec un mélange de méfiance et d'espoir. Il connaissait les gamins comme lui, des âmes perdues cachées derrière un masque d'arrogance. Pourtant, il y avait quelque chose dans les yeux de Théo, une lueur de curiosité sincère, qui le poussait à continuer à parler. Il lui raconta un soir, presque à contre-cœur, l'histoire de Paul, l'infirmier qu'il avait aimé. On s'écrivait des lettres, en cachette. Chaque mot était un risque, mais aussi une promesse. Théo écoutait, fasciné, incapable de comprendre comment un amour pouvait être si fort et si dangereux à la fois. Mais tout n'était pas fluide. Un soir, Théo arriva avec une question brutale. « Pourquoi t'as pas essayé de retrouver quelqu'un d'autre? T'es vieux, mais t'es pas mort. » Lucien serra les lèvres, son regard durci par la douleur. « Gamin, quand t'as aimé comme j'ai aimé, tu portes cet amour comme une cicatrice. Ça s'efface pas. » Théo, mal à l'aise, changea de sujet, mais les mots de Lucien restèrent gravés en lui. Leur routine s'installa. Théo apportait à manger, Lucien partageait une histoire. Mais un jour, tout changea. Théo trouva Lucien fiévreux, à peine capable de parler. Sans hésiter, il l'emmena dans un café proche, payant un chocolat chaud avec l'argent qu'il avait prévu pour une soirée entre amis. « T'es pas obligé, gamin, » murmura Lucien. Théo haussa les épaules. « J'ai envie, c'est tout. » Ce geste marqua un tournant. Théo commença à voir Lucien non plus comme un étranger, mais comme quelqu'un qui comptait. Il se surprit à parler de lui-même, de son père distant, de sa mère partie trop tôt, de cette colère qui le rongeait. Lucien écoutait, sans juger, offrant des silences qui valaient plus que des mots. Mais le monde autour d'eux n'était pas tendre. Les amis de Théo, habitués à ses provocations, commencèrent à se moquer de son nouveau pote. « T'es devenu quoi, un saint maintenant ?» ricana Jules, son meilleur ami. Théo, piqué au vif, sentit la honte monter. Il ne voulait pas être vu comme le gamin qui traînait avec un vieux sans-abri. Pourtant, il ne pouvait s'arrêter de revenir vers Lucien. Un soir, Théo trouva un vieux carnet dans le sac de Lucien, rempli de lettres jaunies. « C'est à Paul ?» demanda-t-il, le cœur serré. Lucien hocha la tête. « Je les garde pour me souvenir que j'ai été aimé. » Théo, bouleversé, proposa une idée folle. « Et si on les publiait? Ton histoire, elle mérite d'être connue. » Lucien éclata de rire, mais Théo insista. Il voyait dans ce projet une manière de donner un sens à tout ça, à leur rencontre, à cette amitié improbable. Ils commencèrent à travailler ensemble, Théo tapant les mots de Lucien sur son ordinateur portable. Chaque lettre était une plongée dans un passé douloureux mais vibrant d'amour. Théo, qui n'avait jamais cru en rien, sentit quelque chose changer en lui. Il découvrait la force de l'amour, mais aussi la violence des préjugés. Lucien lui raconta comment, dans l'armée, il avait dû cacher qui il était, comment il avait été rejeté par sa famille lorsqu'il avait parlé de Paul. Théo, lui,
commença à se demander pourquoi il avait toujours ressenti le besoin de se moquer des autres. Était-ce pour cacher ses propres insécurités? Un soir, alors qu'il relisait une lettre particulièrement émouvante, Théo craqua. « Pourquoi t'as pas abandonné? Après tout ça, comment tu fais pour continuer ?» Lucien sourit faiblement. « Parce que l'amour, même perdu, ça te donne une raison de te lever. » Ces mots frappèrent Théo comme un coup. Pour la première fois, il se demanda s'il était capable d'aimer ainsi, pas seulement quelqu'un d'autre, mais lui-même. Leur projet avançait, mais les tensions montaient. Le père de Théo, découvrant que son fils passait ses soirées avec un sans-abri, explosa. « Tu veux ruiner ton avenir pour un vieux clochard. » Théo, furieux, défendit Lucien, mais les mots de son père le blessèrent profondément. Il commença à douter. Et s'il faisait fausse route? Et si Lucien n'était qu'un poids, comme tout le monde semblait le penser? Mais un soir, alors que Théo hésitait à retourner dans la ruelle, il trouva Lucien en train de dessiner un portrait de Paul, d'après ses souvenirs. La tendresse dans ses gestes, la douleur dans ses yeux, tout cela frappa Théo. Il comprit qu'il ne pouvait pas abandonner cet homme, pas maintenant. Cette deuxième partie, 1000 mots environ, approfondit la relation entre Théo et Lucien, montrant l'évolution de Théo d'un adolescent arrogant à quelqu'un qui commence à questionner ses valeurs. Les tensions avec son entourage et ses propres doutes ajoutent du drame, tandis que le projet du carnet devient un symbole d'espoir et de rédemption. Le printemps pointait timidement à Paris, mais pour Théo, le froid intérieur persistait. Ses disputes avec son père s'intensifiaient, chaque mot plus acéré que le précédent. « Tu passes ton temps avec ce type, et pourquoi? Pour jouer les héros », avait hurlé son père, son visage rouge de colère. Théo avait claqué la porte, le cœur lourd, mais il savait où aller, la ruelle du Marais, où Lucien l'attendait, fidèle comme une ombre. Lucien, lui, voyait les changements en Théo. Le gamin moqueur des premiers jours laissait place à un jeune homme tourmenté, cherchant sa place. Un soir, alors qu'il relisait une lettre de Paul, Lucien posa une question inattendue. « Et toi, Théo, t'as déjà aimé quelqu'un ?» Théo rougit, pris au dépourvu. « Je sais pas. C'est compliqué. » Il pensa à Camille, une fille de son lycée, mais aussi à ce trouble qu'il ressentait parfois en regardant certains garçons. Il n'osa pas en parler, pas encore. Le projet du carnet avançait, mais pas sans obstacle. Théo découvrit que publier les lettres de Lucien demandait plus que de l'enthousiasme. Il fallait de l'argent, des contacts, une maison d'édition. Il passa des heures à chercher des solutions, contactant des associations LGBT, des petites presses locales. Mais les refus s'accumulaient. Trop risqué, pas assez commercial, disait-il. Théo, frustré, commença à douter de lui-même. Et si son père avait raison? Et s'il perdait son temps? Lucien, voyant son désarroi, tenta de le rassurer. « Gamin, t'as déjà fait plus pour moi que quiconque. Ça suffit. » Mais pour Théo, ça ne suffisait pas. Il voulait que le monde entende l'histoire de Lucien, qu'il comprenne la beauté et la douleur de son amour pour Paul. Il voulait prouver, à Lucien, à son père, à lui-même, qu'il pouvait faire quelque chose de bien. Un jour, Théo emmena Lucien à une bibliothèque associative dans le 11e arrondissement. Là, ils rencontrèrent Claire, une éditrice militante d'une quarantaine d'années. Elle lut les lettres, émue, et accepta de les aider. « Mais il faudra du temps », prévint-elle. Théo, galvanisé, retrouva un élan d'espoir. Il passa encore plus de temps avec Lucien, retranscrivant, annotant, discutant. Leur amitié s'approfondissait, mais elle restait fragile, menacée par les ombres du passé et les pressions du présent. Un soir, alors qu'ils partageaient un sandwich sur les quais de la Seine, Théo confia une vérité qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute. « Parfois, je me demande si je suis différent. Comme toi, peut-être. » Lucien le regarda, un sourire triste aux lèvres. « Gamin, être différent, c'est pas une malédiction. C'est juste un chemin plus dur. » Ces mots, simples mais lourds, libérèrent quelque chose en Théo. Pour la première fois, il se sentit vu, compris. Mais le monde extérieur continuait de peser. Les amis de Théo, de plus en plus distants, le raillaient sans cesse. Jules, en particulier, devint cruel. « T'es amoureux de ton vieux ou quoi?
lança-t-il un jour, devant tout le groupe. Théo, humilié, sentit la colère monter. Il frappa Jules, un coup impulsif qui les laissa tous les deux choqués. Ce soir-là, Théo ne retrouva pas Lucien. Il erra dans Paris, rongé par la honte et la confusion. Quand il revint enfin, Lucien était là, comme toujours. Sans un mot, il tendit à Théo une vieille photo de Paul, souriant dans son uniforme d'infirmier. « Garde-la. Ça te rappellera que t'es pas seul. » Théo, les larmes aux yeux, serra la photo contre lui. Il comprit alors que Lucien n'était pas seulement un ami, mais un miroir de ce qu'il pourrait devenir, quelqu'un capable d'aimer, malgré tout. L'été s'annonçait, et Paris vibrait d'une énergie nouvelle. Mais pour Théo, le monde semblait s'effondrer. Après sa dispute avec Jules, ses amis l'avaient mis à l'écart, le traitant de traître ou pire. Son père, quant à lui, avait posé un ultimatum. « Arrête de traîner avec ce type, ou tu peux dire adieu à ton argent de poche. » Théo, déchiré, se sentait coincé entre son ancienne vie et cette nouvelle version de lui-même qu'il découvrait à travers Lucien. Lucien, lui, sentait la tempête approcher. Il connaissait ce regard dans les yeux de Théo, celui d'un jeune homme au bord d'un précipice. Il essaya de l'encourager, lui rappelant leur projet. Les lettres, gamin, c'est plus grand que nous. Mais Théo, rongé par le doute, explosait parfois. À quoi ça sert, Lucien? Personne ne lira ça. Lucien, patient, répondait toujours, ça sert à dire la vérité. Un jour, Claire, l'éditrice, les invita à une lecture publique dans une librairie du Marais. Lucien, nerveux, refusa d'abord. « Je suis pas un héros, gamin. Je suis juste un vieux qui a aimé. » Mais Théo insista, et pour la première fois, Lucien accepta de parler en public. Ce soir-là, dans une salle bondée, Lucien lut une lettre de Paul, sa voix tremblante mais forte. Théo, dans l'ombre, sentit son cœur se serrer. Il était fier, mais aussi terrifié. Et si tout cela le changeait trop? La lecture fut un succès. Des gens pleuraient, d'autres applaudissaient. Claire annonça qu'une petite maison d'édition publierait les lettres. Mais le triomphe fut de courte durée. En rentrant, Théo trouva son père furieux, ayant appris où il était. « Tu veux te ridiculiser avec ce clochard ?» Théo, pour la première fois, tint tête. « Il est plus humain que toi !» cria-t-il avant de fuir dans la nuit. Il retrouva Lucien, qui l'attendait sous son auvent. Sans un mot, Théo s'effondra contre lui, pleurant comme un enfant. Lucien, maladroit mais sincère, le serra dans ses bras. « T'es plus fort que tu crois, gamin. » Cette nuit-là, Théo comprit qu'il ne pouvait plus faire marche arrière. Lucien était devenu sa famille, celle qu'il avait choisie. Mais le lendemain, une nouvelle épreuve les frappa. Lucien tomba malade, une pneumonie aggravée par des années de vie dans la rue. Théo, paniqué, l'emmena à l'hôpital. Là, il découvrit une vérité brutale. Lucien n'avait ni assurance, ni famille, ni personne pour payer ses soins. Théo, déterminé, décida de se battre. Il organisa une collecte de fonds avec Claire, utilisant les lettres de Lucien pour sensibiliser. Il passa des nuits à écrire, à partager leur histoire sur les réseaux sociaux, à supplier pour de l'aide. Lentement, les dons affluèrent. Des inconnus, touchés par l'histoire de Lucien, envoyèrent de l'argent, des messages. Théo, épuisé mais porté par un feu nouveau, comprit qu'il ne se battait pas seulement pour Lucien, mais pour lui-même, pour prouver qu'il pouvait être plus qu'un gamin gâté. L'hôpital sentait l'antiseptique et la peur. Théo passait ses journées au chevet de Lucien, ignorant les appels de son père. Lucien, affaibli mais lucide, plaisantait parfois « T'as pas mieux à faire que de veiller un vieux comme moi. » Théo souriait, mais son cœur était lourd. Il savait que le temps était compté. La collecte de fonds avait porté ses fruits, couvrant une partie des frais médicaux. Mais Théo voulait plus. Il voulait que Lucien ait un foyer, une vie digne. Avec Claire, il organisa une nouvelle lecture publique, cette fois dans une salle plus grande. Lucien, trop faible pour lire, demanda à Théo de le faire. « T'es ma voix, gamin. » Théo, terrifié, accepta. La lecture fut un moment de grâce. Théo, tremblant,
lut les lettres de Paul devant une foule émue. Chaque mot semblait porter l'âme de Lucien, son amour, sa douleur. À la fin, les applaudissements éclatèrent, et Théo sentit une fierté qu'il n'avait jamais connue. Mais en coulisses, Claire lui annonça une mauvaise nouvelle. L'état de Lucien empirait. Les médecins parlaient de semaines, peut-être moins. Théo refusa d'abandonner. Il passa ses nuits à chercher des solutions, à écrire, à plaider. Il contacta des associations de vétérans, des groupes LGBT, même des politiciens locaux. Il voulait que Lucien soit reconnu, non comme un sans-abri, mais comme un héros, un homme qui avait aimé et survécu. Lentement, son plaidoyer porta ses fruits. Une association offrit à Lucien un petit appartement, un refuge pour ses derniers jours. Mais Lucien, lui, semblait prêt à partir. Un soir, il prit la main de Théo. « T'as fait assez, gamin. T'as donné un sens à tout ça. » Théo, les larmes aux yeux, secoua la tête. « C'est pas fini, Lucien. On va publier ton livre. » Lucien sourit, un sourire paisible. « Le livre, c'est pas pour moi. C'est pour toi. » Ces mots bouleversèrent Théo. Il comprit que Lucien lui avait offert bien plus qu'une histoire. Il lui avait appris à aimer, à se battre, à être humain. Mais il n'était pas prêt à le perdre. Pas encore. L'automne revenait, et avec lui, un sentiment d'urgence. Lucien, désormais installé dans son petit appartement, semblait revivre un peu. Théo passait ses journées avec lui, alternant entre éclats de rire et silences lourds. Il finissait le manuscrit des lettres, un travail acharné qui les rapprochait encore plus. Mais Théo portait un autre fardeau. Depuis sa confession à Lucien, il ne pouvait plus ignorer ses propres questionnements. Il pensait à Camille, à ses amis, mais aussi à ce garçon au lycée, Elias, dont le sourire le troublait. Un soir, il osa en parler à Lucien. « Je sais pas qui je suis, Lucien. J'ai peur. » Lucien, faible mais déterminé, lui répondit « La peur, c'est normal. Mais caché qui t'es, ça te tuera à petit feu. » Pendant ce temps, le manuscrit avançait. Claire annonça que le livre serait publié dans quelques mois. Mais Lucien s'affaiblissait. Un soir, il demanda à Théo de lui lire une dernière lettre, celle où Paul promettait de l'attendre, quoi qu'il arrive. Théo lut, la voix brisée, et Lucien ferma les yeux, un sourire aux lèvres. Cette 6e partie, 1000 mots environ, explore l'acceptation de soi de Théo et les derniers moments de préparation du livre. La relation avec Elias ajoute une touche de romantisme, tandis que la santé de Lucien maintient la tension dramatique. L'hiver était de retour, et avec lui, une urgence nouvelle. Lucien, alité, luttait pour chaque souffle. Théo, déchiré, passait ses journées entre l'hôpital et la librairie où le livre était en cours d'impression. Il voulait que Lucien voie le fruit de leur travail, qu'il sache que son histoire vivrait. Un soir, Claire apporta une épreuve du livre. Théo la montra à Lucien, qui caressa la couverture, les larmes aux yeux. « T'as fait ça, gamin. T'as rendu Paul immortel. » Théo, incapable de parler, serra sa main. Il savait que le temps était compté. Théo, lui, continuait d'évoluer. Il s'ouvrait à Elias, partageant ses doutes, ses espoirs. Leur relation, encore fragile, devenait une lumière dans sa vie. Il parla même à son père, lui tenant tête avec une assurance nouvelle. « Je suis qui je suis. Et Lucien m'a appris à ne pas avoir honte. » Lucien s'éteignit un matin de décembre, paisiblement, dans son petit appartement. Théo, à ses côtés, pleura comme il n'avait jamais pleuré. Mais il n'était pas seul. Elias était là, Claire aussi, et même son père, qui, touché par l'histoire de Lucien, avait fini par comprendre. Le livre, publié peu après, devint un succès inattendu. Les lettres de Lucien et Paul touchèrent des milliers de lecteurs, devenant un symbole d'amour et de résilience. Théo, désormais étudiant, dédia sa vie à raconter des histoires comme celle de Lucien, des histoires d'amour et de courage face aux préjugés. 1 an plus tard, Théo se tenait sur la tombe de Lucien, un exemplaire du livre à la main. « Tu m'as appris à aimer, Lucien. Merci. » Il posa le livre sur la pierre, sachant qu'il avait rendu à Lucien l'amour qu'il avait perdu, non pas un amour romantique,
mais un amour humain, universel, qui vivrait à travers chaque lecteur.